Bonjour tout le monde. Encore une fois, félicitations pour votre nomination parmi les membres du comité scientifique de la COSOB. Compte tenu un peu de retard qu'on a enregistré sur le déroulé de cette rencontre, donc on va demander à nos chers panélistes d'être précis et de respecter le timing qui leur est réservé. Donc, comme vous le savez, la pratique de mise en place de comités scientifiques au niveau des régulateurs, qu'ils soient des régulateurs des marchés émergents, marchés développés, donc c'est une bonne pratique. Donc, il va aider un peu le régulateur à s'informer un petit peu sur les différentes évolutions en matière d'actualité économique et financière, mais bien entendu de faire le point un peu sur le déroulement des évolutions, surtout réglementaires. Bien entendu, le comité scientifique, c'est un mix entre le monde académique, des universitaires, des chercheurs, mais aussi des experts de l'industrie financière et notamment les professionnels qui ont une expérience de terrain. Donc c'est un mix qui va permettre en quelque sorte d'avoir la crème, si vous voulez, de l'industrie financière et permettre aux régulateurs d'avoir un éclairage un petit peu sur le déroulement et le développement de la sphère du marché financier. Avant d'aborder, de poser la question à chacun des membres de nos panélistes, il est clair que parmi les sujets les plus importants, probablement, c'est un membre du comité scientifique de décider de la priorité. Il y a pas mal de sujets qui concernent, notamment, ça a été évoqué suffisamment cette matinée. Il s'agit notamment de l'éducation financière, de la finance numérique. Tout à l'heure, M. Bondaba a abordé la nécessité de la mise en place des applicatifs pour permettre aux investisseurs d'être très rapides en termes d'achat et de vente et de boursicoter rapidement. Il y a aussi la question ou le sujet concernant la protection des investisseurs, notamment dans un monde qui est pratiquement en perpétuelle transformation. Donc tous ces sujets-là feront l'objet, si vous voulez, probablement lors des premières réunions qui seront consacrées ou organisées par le comité scientifique de la COSOB. Donc avec, bien sûr, honneur aux dames, donc on va commencer avec le professeur Dr Taleb Shahinez. Je rappelle qu'elle est à l'université Djilali Liabès de Sidi Bel Abbès. Elle encadre des startups au niveau de cette université et en même temps elle est membre du comité mixte qui a été mis en place par le ministère des startups et le ministère de l'enseignement supérieur. Pour ne pas se tromper sur l'appellation de ce comité, c'est اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية. Sans trop tarder, donc je peux formuler la question en arabe à l'intention de madame, puisque apparemment c'est une exigence pour... donc, ما هي رؤيتكم حول تطور المؤسسات الناشئة وما هي احتماليا يعني العراقيل التي لا تمكن من تطور مثل هذه المؤسسات وكيف تنظرون إلى مشاركة أو مساهمة هذا النوع من المؤسسات في تطوير السوق المالي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في بادئ الأمر أشكركم على هذه الثقة الممنوحة أن أكون ضمن هذه اللجنة العلمية بكل الخبراء والفاعلين في هذه البيئة التي نعيش فيها، وبالتالي لابد أن هذه البيئة يكون تفاعل في هذه البيئة من قبل كل الخبراء. لما نتكلم عن المؤسسات الناشئة في الجزائر نلاحظ أنه في تغير كبير في الجزائر، في قفزة نوعية. لما تكلم زميلي البروفيسور سيني لما تكلم عن الجزائر والنقلة النوعية التي تحققها في مجالات مختلفة، كنت لما أكمل المحاضرة تاعو رحت درت له واحد الملاحظة صغيرة وقلت له أنه
لابد أن نتكلم أيضا عن المؤسسات الناشئة والقفزة النوعية التي نعرفها في هذا المجال، في مجال المقاولاتية في الجزائر. يعني في الثلاث سنوات الأخيرة نلاحظ تغير كبير، نلاحظ قفزة نوعية، وهذا بسبب تضافر الجهود التي تقوم بها كل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. ولكن يبقى أنه المشكل الأساسي الذي نواجهه هو عملية التمويل، وهو المشكل الاساسي لكل ان نروح الان نروحوا الى كل شبابنا ولا كل اللي راهم حاملين هذه المشاريع ولا المؤسسات الناشئه، راح تشوف انه نفس المشكل راح تواجه له. يقول لك انه التمويل، احنا نعرفوا بلي انه على مستوى الجزائر يوجد الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئه وهو لاسيف، جو بونس كو مدير لاسيف متواجد معنا اليوم، ولكن يبقى انه مشكل التمويل مشكل اساسي. وبالتالي عن طريق الكوسوب ايضا في امكانيه التمويل التساهمي، تفعيل هذا التمويل التساهمي بطريقه احسن في المستقبل عن طريق يعني سوف يعني نفتح هذا المشكل الاساسي اللي نواجهه، وليس فقط للمؤسسات الناشئه وهو ايضا المؤسسات المصغره، وهو المجال اليوم عن طريق الاتفاقيه التي ابرمت مع غرفه الصناعه، غرفه التجاره والصناعه اظن اليوم كان فيه، وبالتالي سوف يعطينا مجال اكبر لهذه المؤسسات، وهو ايضا مجال كبير لابد من ان نستثمر فيه، لانه كما تكلم سابقا زميلي انه اكثر من 70% منه مع شباب، وهذا الشباب اقل من 30 سنه، وكل هذا الشباب يعني اترافيغ لا كروسونس ايكونوميك اللي عندنا في الجزائر نستقطب ايضا انه نخفض معدلات البطاله، ولكن عن طريق المقاولاتيه، ولكن المقاولاتيه لابد ان نصيبوا ان السوق المالي يكون معنا في هذا المجال من اجل استقطاب رؤوس الاموال اللازمه، وذلك يكون عن طريق الاستقراريه، عن طريق الشفافيه، عن طريق يعني السيستم فينانسي المبتكر. لابد من ادوات ولا اليات جديده ومبتكره سوف تساهم بلا شك في دعم هذه المؤسسات في المستقبل بحول الله تعالى. شكرا للاستاذه الدكتوره شاهيناز طالب. Ma deuxième question, donc, je vais la poser à notre professeur agrégé en économie, M. Sini. Ces derniers temps, donc, on a constaté un accroissement du bassin des actionnaires, notamment avec la récente introduction en bourse du CPA, où pratiquement on a enregistré plus de 50 000 actionnaires, dont pratiquement 70% ce sont des personnes physiques. En attendant les 2 ou 3 opérations qui sont pratiquement dans un futur proche, je pense beaucoup plus à une autre banque, la BDL, Jeezy et même une autre entreprise privée. Donc tout cela va nous amener un petit peu, est-ce que vous ne trouverez pas opportun et judicieux actuellement d'engager, parce que l'information concernant l'épargnant algérien, on ne connaît pas quel est le profit de cet investisseur, quelle est la quote-part qu'il va investir. On sait les différents domaines d'investissement de cet excédent, de cette épargne, c'est beaucoup plus soit des placements, soit dans l'immobilier ou autres formes de placement. Ne pensez-vous pas qu'actuellement, une étude pourrait être engagée pour déterminer quel est le profit de l'investisseur algérien, pour que les résultats qui seront dégagés de cette étude vont permettre aux différentes institutions du marché un petit peu d'orienter, disons même y compris les campagnes de communication, etc., pour avoir une attractivité sur les produits boursiers ou les actions qui seront proposées sur le marché prochainement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant toute chose, je voudrais remercier Monsieur le Président de la COSOP pour la confiance qu'il m'a accordée et l'immense honneur que j'ai de co-présider avec lui ce conseil scientifique. Et je voudrais saluer l'ensemble de mes collègues et mes camarades. Sachez que je suis honoré d'être parmi vous. C'est un véritable honneur pour moi. Et je voudrais vous remercier toutes et tous parce que votre présence ici témoigne de l'intérêt que vous portez au développement de notre pays et au marché financier. Monsieur Meoubi, je voulais vous remercier parce que là, vous nous donnez une première action, une première idée d'action de ce conseil scientifique. Donc là, vous venez de tracer avec nous déjà les prémices d'un plan d'action. Effectivement, vous savez, nous sommes en train de vivre des bouleversements technologiques, économiques. Le monde évolue à une vitesse incroyable, et notre pays aussi. Et effectivement, vous avez raison, il y a une véritable attractivité du marché financier algérien. Pour moi, vous savez, nous allons avoir
plusieurs priorités dans ce conseil scientifique. D'abord, nous allons accompagner la COSOP dans sa vision stratégique, dans la mise en place de veille, justement, pour comprendre quels sont les mécanismes qui ont permis à d'autres pays, à échelle comparable, de développer leur marché financier. Et puis aussi, je pense que nous avons un travail extraordinaire en matière de pédagogie vis-à-vis de nos concitoyens. Pourquoi? Parce que dans leur éducation financière, ils n'ont pas encore intégré la possibilité d'investir leur économie dans un marché financier ou dans le marché boursier. Aujourd'hui, nous avons encore une économie avec des épargnants qui préfèrent des produits liquides, immédiatement disponibles et surtout tangibles. C'est pour ça qu'ils investissent tous dans l'immobilier. Ils préfèrent parfois même garder leur argent chez eux à la maison. Donc à nous, je parle nous, c'est-à-dire conseillers scientifiques, COSOP, autorités de marché, les banques, tous les acteurs financiers, à rendre justement tangible l'investissement et la captation de l'épargne. Vous savez, aujourd'hui, si on était capable de déterminer l'épargne des Algériens et des Algériennes, c'est une manne financière extraordinaire. Est-ce que vous pouvez imaginer si on avait cette capacité à réorienter leur épargne dans le circuit économique? Nous pourrions vraiment faire exploser notre économie, dans le sens où un essor économique formidable. Donc je pense que parmi nos priorités, ça sera justement de travailler sur ces questions-là et effectivement de déterminer quel est le profil des investisseurs et comment nous pouvons les amener à mettre leur argent, mettre leur épargne dans des produits boursiers, financiers, etc. Ok, donc j'ai bien pris note. Donc on va continuer dans le même ordre, donc avec Madame Tarzali, qui est une experte. Elle a travaillé en tant que gestionnaire d'actifs, gestion de portefeuille. Elle est spécialiste dans les titres de créance, notamment les obligations convertibles. Madame Tarzali, la finance durable, la finance verte, c'est devenu aujourd'hui une tendance, que ce soit au niveau du marché émergent ou marché développé. À côté de la finance verte, donc connue beaucoup plus sous le vocable ou l'abréviation investissement socialement responsable, donc il respecte un peu au-delà des critères bien sûr de rendement financier, donc il respecte certaines exigences en termes d'environnement et même de gouvernance, ESG, ça ou ce qu'on appelle l'information extra-financière. Selon, à la lumière de votre expérience dans le domaine, comment envisagez-vous, parce que étant donné que la COSOP, probablement, elle va engager ce chantier prochainement, donc comment envisagez-vous le développement ou le démarrage de ces types d'instruments sur le marché financier algérien et quelles sont, si vous voulez, les orientations à observer pour permettre un bon démarrage de ce type d'instruments financiers? Bonjour à tous. Avant de répondre aussi à cette question, je tiens à remercier toute l'équipe de la COSOP, également le président de la COSOP pour cette opportunité qui m'est offerte de faire partie du membre scientifique. C'est un honneur également pour moi de participer finalement à toutes ces réflexions pour participer au développement du marché financier algérien. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, la finance verte est sur le devant de la scène depuis un moment, sur les marchés développés notamment, et c'est une réflexion en tout cas qui concerne tout le monde. Donc, quand on parle de la finance verte, on pense finalement à comment mettre la finance au service des différents projets qui rentrent dans le cadre de la transition écologique. Donc, comment orienter les flux vers le financement de ces projets. Donc ça peut être plusieurs projets comme la transition énergétique. Ça peut également concerner la construction, les projets qui concernent la construction de l'infrastructure à base de consommation. Comment utiliser les ressources naturelles, donc protéger la biodiversité. Voilà, enfin en tout cas tous ces projets-là, comment on pourra les financer? Donc c'est au devant de la scène depuis, bien entendu, depuis un moment, et ça a pris vraiment un coup d'essor, enfin un coup d'accélérateur peut-être depuis les accords de Paris sur la protection des climats. Et donc on a vu naître finalement plusieurs notions, plusieurs jargons concernant cette finance verte.
l'instrument financier le plus important dans cette finance verte a été les obligations vertes, donc ce qu'on appelle le green bond. C'est quoi? C'est exactement comme des obligations classiques, hein, donc qui servent, on lève de la dette pour financer le développement d'une entreprise. Les green bonds, finalement, servent à financer ce genre de projet que j'ai cité en amont. Je me rappelle, moi, je me rappelle pas de la première émission, mais la première émission dont je me rappelle qui a eu un succès terrible sur les marchés financiers européens et aussi du monde, qui a été porté par la Banque de France en 2017. Et c'était une obligation verte qui était très très importante en termes de montant, qui dépassait les 7 milliards d'euros, et pour financer toutes les infrastructures qui rentraient effectivement, enfin les infrastructures et tous les projets de transition écologique sur une durée qui dépassait les 22 ans. Cette émission a eu un franc succès de la part des investisseurs nationaux mais également étrangers. Que final, cette émission, pourquoi je la cite, c'est que ça a donné finalement un coup de départ et un coup de starter, si on peut dire ça comme ça, pour tout le secteur privé qui a suivi par la suite. Et donc finalement, c'est devenu un instrument financier qui s'est démocratisé, qui a été maintenant utilisé. Donc on voit toute l'importance de ces instruments financiers-là pour l'engagement de tous les pays qui veulent rentrer dans cette transition écologique. Et donc si on fait le parallèle avec l'Algérie, l'Algérie a un potentiel énorme en termes notamment de tout ce qui est transition écologique. Je peux penser également à l'éolien, au solaire, des projets, souvent c'est des projets qui coûtent beaucoup d'argent. Donc si on pense que juste au système bancaire, système classique, finalement il va y avoir des limites. Et donc ça peut créer effectivement une très bonne source de diversification et également atteindre et louer les fonds et allouer plutôt les fonds qui sont nécessaires pour financer tous ces projets-là. Donc ça peut également apporter, donc ça peut être également l'une des moyens qui va apporter de la profondeur au marché financier. On sait très bien qu'aujourd'hui on manque de profondeur sur la bourse d'Alger. Donc introduire des nouveaux instruments financiers comme des green bonds peut être effectivement un excellent moyen d'apporter cette profondeur qui est tant recherchée actuellement. Ok, merci madame. Donc monsieur Berrah, je sais que vous avez une passion beaucoup plus pour les startups et les fintech. Donc la relation entre le marché financier et les fintech n'est plus à démontrer. On a assisté ces derniers temps pratiquement à l'émergence de certaines startups dans le domaine qui envisagent de conquérir un peu le monde de la finance en Algérie. Comment voyez-vous l'intervention de ces startups pour relancer le marché, maintenant qu'on a les premiers fruits un petit peu de la réforme et la cotation de pas mal de sociétés très importantes et même diversifiées. Je me permets de vous poser encore une deuxième question, sans pour autant dépasser le délai qui vous est réservé. Et vous, ça, en tant que représentant des compagnies d'assurance et de réassurance, vous êtes pratiquement l'investisseur institutionnel, disons, par excellence. Donc, comment voyez-vous, en relation toujours avec le sujet de ce matin, sur la liquidité du marché boursier, comment voyez-vous l'intervention des compagnies d'assurance dans la dynamisation des transactions boursières? Merci, M. Mihoubi. Tout d'abord, je remercie M. Bouznada, président de la COSOP, qui nous donne l'occasion un petit peu de restituer et d'être dans un espace qui est réellement, on en a besoin. On a besoin de multiplier ces espaces d'échange et de réflexion. En général, quand on travaille, on est en plein dans ce que nous faisons, donc il faut des espaces où il y a des échanges. Alors non seulement il faut que cet espace, mais il faut plusieurs espaces de réflexion dans les différents secteurs bancaires, assurance, finance. Et c'est ce qui est en train d'émerger parce qu'on a senti la nécessité d'avoir des conseils, on les appelle comme on veut, d'échange ou d'expertise ou d'assises, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait ces espaces de réflexion
et d'anticipation. Parce que le rôle, quand même, c'est d'anticiper. Ce n'est pas de faire ce qui est en train de se faire, mais c'est de se projeter au minimum dans 5 ans ce qui doit être fait. Comme l'a dit M. Sini, donc il y a une veille à faire. Une veille, donc il faut être compétent pour faire une veille qui tombe, c'est-à-dire qui concerne le marché. Ensuite, il faut qu'il y ait des interconnexions avec les autres espaces de réflexion. Il faut qu'il y ait des errances d'intelligence. Il faut que l'intelligence ressorte et que les gens qui sont capables de contribuer à ces espaces soient reconnus à leur juste valeur. Ça, c'est d'un côté. L'autre, je vais revenir to the point. Donc, effectivement, les fintech et tout ce qui est technologie peuvent jouer beaucoup de rôles dans le développement du marché financier. D'abord, ils peuvent participer à l'infrastructure du marché, moderniser les infrastructures du marché. Ça, c'est un des rôles qu'ils ont. Tout à l'heure, M. Taïf Jalil en a parlé. C'est parler, faire de la culture financière, mais aussi il faut moderniser l'infrastructure. La deuxième chose que peuvent faire les fintech, c'est d'être introduite en bourse. C'est de se faire financer par le biais de la bourse à un certain niveau de maturité de leur développement. Et ça leur permet d'avoir une vision. Il ne faut pas oublier que quand il y a des investisseurs étrangers qui viennent dans un pays, ils voient d'abord les sociétés cotées. Parce qu'en général, les sociétés cotées, ils ont une meilleure gouvernance, ils ont une plus grande transparence et ils fournissent de l'information financière et extra-financière plus vite et de meilleure qualité que les sociétés non cotées. Donc cela, c'est un autre atout que peuvent jouer les fintech en termes de technologie. Donc ça, c'est ma première question, je pense avoir répondu. La deuxième, que peuvent faire les assureurs? Bien sûr, dans la plupart des pays du monde, c'est les assureurs qui sont les acteurs principaux des marchés financiers. En tant qu'investisseurs institutionnels, mais aussi, ils peuvent être cotés en bourse et aussi développer des instruments de financement. Parce que si on veut dépasser le fait d'aller directement vers les particuliers, il faut avoir des produits structurés pour attirer les investisseurs. Et ces produits structurés, ce sont les assureurs en première ligne qui doivent les développer. Donc, il y a tout un travail qui est en train d'être fait par les assureurs, notamment, on est en phase de créer un fonds, les OPCI. Ce sont les investisseurs dans le monde entier qui sont propriétaires de biens immobiliers. Donc, le rôle des assureurs est très important dans le développement du marché. Et donc, pour revenir à notre rôle, justement, c'est de contribuer, de faire des passerelles entre le secteur des assurances et le marché financier, avec les banques. On ne peut pas travailler ni gagner tout seul, parce que c'est un écosystème. C'est un écosystème qu'il faut développer où chacun joue son rôle dans la partition. Voilà. Ok, merci M. Berra. Si vous voulez, je rajoute quelque chose. Non, très bien, c'est parfait. Donc, j'arrive à notre dernier panéliste, M. Bouchtara. Il est admis, il est connu que l'éducation financière permet aux individus, aux investisseurs de prendre des décisions éclairées en termes d'investissement, mais surtout, c'est-à-dire de les prémunir pour les éventuellement risques de fraude, etc. sur le marché financier. Donc, en tant que spécialiste de l'éducation financière, comment voyez-vous, notamment à l'adresse des institutions du marché, pour renforcer ce segment de sensibilisation et d'information auprès des investisseurs? Merci. Merci beaucoup premièrement pour l'invitation. Je tiens à remercier aussi le président de la COSOP de m'avoir accordé cette opportunité d'être membre dans le conseil scientifique. Bonjour encore une fois. Alors, avant de répondre sur cette question concernant l'éducation financière, actuellement est une tendance dans l'écosystème algérien,
comme par hasard, ce semestre où j'enseigne, j'ai eu un module, à mon avis, original, qui est la communication financière. Tout à l'heure, tous les intervenants, tous les panélistes ont évoqué l'Ifsah al-Mali. Autrement dit, c'est la communication financière. Et avant que je commence à enseigner ce module, avec le conseil scientifique où je travaille, on a abordé, il y avait un débat très intense sur ce module. Pourquoi communication financière considérée comme un module? Généralement, il est enseigné comme cours, une sous-section, dans le cadre de la gestion financière, gestion des risques ou autre. Moi aussi, j'ai trouvé ça bizarre au début, communication financière comme un module. Puis après, j'ai commencé à préparer le cours et je trouvais que réellement, c'est un module qui est très important et qui est nécessaire pour la formation de nos étudiants. Puis après, j'ai rencontré mes étudiants avant le commencement de ce module. Ils m'ont demandé pourquoi ce module, quelle est la finalité de la communication financière. C'est très simple, partager les informations. Ils pensaient que la communication financière, c'est le partage, c'est la diffusion seulement des rapports financiers sur le site web. Stop. Non, c'est autre chose. Déjà, j'ai commencé la première séance avec eux en examinant le site web de la COSOP, Bourse d'Algérie, Bourse d'Alger, etc. Ils ont constaté que réellement, il y a beaucoup de choses réalisées par ces organes de régulation et les acteurs financiers. Et ils ont compris que c'est très important de comprendre comment rédiger un rapport, quelle est la culture, quelles sont les pratiques et les critères pour aller vers une communication financière performante. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, concernant l'éducation financière, actuellement, c'est une solution efficace pour booster l'inclusion financière, un challenge, parmi les phénomènes rencontrés par les États comme l'Algérie et autres. Alors, avant de parler de ce point, moi j'ai commencé à faire des recherches scientifiques sur l'inclusion financière. Pour nous, les chercheurs scientifiques, c'est un sujet qui est classique. L'inclusion financière, mais non. C'est un sujet qui est original. En 2024, il y a quotidiennement un article scientifique publié par la communauté scientifique sur l'inclusion financière. Ça veut dire qu'il y a une forte évolution sur ce phénomène qui aborde plusieurs dimensions. L'impact de l'intelligence artificielle sur l'inclusion financière, l'impact de l'inclusion financière sur le progrès économique, l'impact de l'inclusion financière sur l'inclusion sociale, l'impact de l'inclusion financière sur l'environnement. Et tous les résultats sont favorables. Ça veut dire si on peut arriver ou atteindre un niveau correct en inclusion financière, on aura un progrès économique très solide. Ça concerne l'Algérie. Et parmi les raisons, bien les causes de l'exclusion financière dans le monde entier, c'est pas la cause principale, ce ne sont pas les banques. À chaque fois, on accuse les banques. Les banques, vous ne proposez pas des produits financiers adaptés. Non, ça n'a rien à voir. En Algérie, c'est le contraire, à mon avis. Je reste réticent par rapport à ça. C'est un avis personnel. C'est le public, ça veut dire c'est la demande. Et pour booster la demande, il ne faut pas évoquer la cause classique, à mon sens, c'est la bureaucratie. La bureaucratie, autrement dit, c'est la rigidité par rapport aux procédures. Non, c'est la culture financière, c'est l'éducation financière. Et maintenant, c'est encore pire par rapport à l'intervention de M. Berrah, c'est l'éducation numérique. Ça veut dire les deux piliers pour aller vers une inclusion financière, c'est l'éducation financière et l'éducation numérique pour plus de stabilité, etc. Alors, concernant l'éducation financière, avec la BEF, chaque année, c'est la deuxième année où les banquiers ou bien l'ensemble des banques mènent des actions au niveau des universités pour parler des produits financiers, le rôle de la fintech, etc. Et nous avons constaté avec des échanges avec nos étudiants qui sont très loin par rapport à la réalité. Il y a une déconnexion entre le monde de la recherche scientifique et le terrain, ça veut dire avec les entreprises. Alors pire, maintenant on parle de la monnaie numérique banque centrale. Les étudiants ne savent pas qu'est-ce qu'une monnaie numérique banque centrale. Ils ne savent même pas que la bourse d'Alger existe. À chaque fois, ils me disent « Ah, monsieur Bouchta, on a une bourse ici. » Alors, attendez, je vais appeler directement monsieur le directeur général. Il répond favorablement, il est présent. « Monsieur Bouchta, on a une autorité de régulation de la bourse. » Oui, on a la COSOP et à chaque reprise, je vous invite, vous répondez favorablement. Et la COSOP, à chaque fois, accompagne mes étudiants pour réaliser des mémoires par rapport à l'impact de l'éducation financière sur l'entrepreneuriat, etc. Donc vous voyez que l'éducation financière elle a un impact fort, je dis bien fort, sur la stabilité économique et la croissance d'une manière générale. Merci. Ok.
Merci, Monsieur Bouchtara. Donc, nous arrivons au terme de notre panel. Donc, je remercie vivement l'ensemble de nos panélistes pour leur éclairage, leur contribution. Et Inch'Allah, on se donne rendez-vous, Inch'Allah, lors de la première réunion du comité scientifique. À très bientôt.